Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème du futur du travail. C'est une série qu'on a lancée il y a déjà plusieurs mois, je dirais, avec le CNAM et Malakoff Humanis, le partenaire de cette série de webinaires et de thématiques. Alors, un thème qui suscite échange et débat, vous vous en doutez, puisque nous sommes tous là à nous poser la question de l'impact de la crise que nous avons connue et des conséquences en matière sociale, en matière RH, en matière d'organisation et sur le plan économique, évidemment, on se pose tous la question. Au moment où on a eu les chiffres du chômage, vous avez vu, ça va plutôt très très bien. Ça veut dire que tout bouge de manière parfois, d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Donc, c'est plutôt positif, mais ça n'empêche qu'il y a des questions qui sont soulevées. Alors, quelles nouvelles trajectoires vont emprunter tous les partenaires, et notamment les partenaires sociaux, sur les points de notre vie en société, l'organisation, les relations, la santé, la QVT, les risques, le télétravail, évidemment. Aujourd'hui, vous avez vu, on illustre véritablement cette nouvelle tendance du télétravail, ce phénomène, ou plus intellectuellement, la quête de sens. Et oui, la quête de sens, c'est important aujourd'hui, on le verra. Et on a beaucoup d'éléments, notamment avec Christine Herel, la chercheuse du Centre d'études de l'emploi et du travail, j'en parlerai tout à l'heure, qui donnera quelques éléments clés. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Florence Poivet, présidente de la Fondation CNAM, qui a fait partie, moi je l'ai connue là-bas quand elle était dans l'équipe dirigeante au MEDEF. Bonjour Florence. Bonjour Gilbert, et bonjour à chacune et à chacun. Bonjour. Malika Boucheya, DRH de Richebourg, 30 000 collaborateurs, et puis c'est des emplois de première ligne, comme on dit, des gens qui se sont activés, qui n'ont jamais lâché leur activité et non télétravaillables souvent. Ça veut dire que c'était des gens sur le terrain. Bonjour Malika. Bonjour à tous. Et bienvenue. Christine Herel, je vous le disais, j'en parlais puisqu'elle va nous aider à y voir clair tout à l'heure, titulaire de la chaire économie du travail et de l'emploi, directrice du Centre d'études et de l'emploi et du travail CNAM, un programme de recherche pluridisciplinaire. C'est sa spécificité, ce programme de recherche qui couvre tous les champs disciplinaires de la recherche, des sciences sociales et évidemment, ça en fait sa richesse. Bonjour. Bonjour. Serge Le Gagnois, secrétaire confédéral, il ne faut pas que je me trompe, FO, Force ouvrière. Bonjour Serge. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes équipé de rouge. On n'y voit pas de symbole, on voit, c'est un rouge esthétique, on va dire. C'est une couleur dynamique. Voilà. Et bien sûr, celle qui nous accompagne sur tous les webinaires et qui accompagne le CNAM sur toutes ces thématiques, Anne-Sophie Gondon. Alors, je vais me lancer parce que le titre est long, mais il dit bien ce que vous faites. Directrice innovation chez Malakoff Humanis, professeure associée au CNAM, directrice, alors par intérim, de la chaire entreprise et santé. Bonjour Anne-Sophie, est-ce que j'ai tout dit? Bonjour à tous. Oui, c'était parfait, Merci Gilbert et bonjour. Alors Anne-Sophie, on va échanger tout à l'heure, juste après, vous savez qui va nous accueillir, je vous laisse l'annoncer. On a la chance d'avoir Olivier Faron avec nous aujourd'hui. Voilà. Et voilà, c'est à vous Olivier, un petit mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de notre série de webconférences sur le futur du travail. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la chaire partenariale que le Conservatoire national des arts et métiers a créée avec le groupe Malakoff Humanis autour de la question de la santé au travail. Cette réflexion, menée en commun, illustre la volonté du Conservatoire de répondre aux enjeux de notre société et d'y apporter des solutions. L'établissement, que j'ai l'honneur de diriger, a été particulièrement actif et réactif durant la crise sanitaire et sociale que nous traversons maintenant depuis 2 ans. Il l'a été sur le plan sanitaire, notamment grâce aux travaux unanimement reconnus du professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, des travaux qui portent sur le suivi de l'épidémie. Il l'a été aussi dans le cadre de notre collaboration avec Malakoff Humanis pour développer des MOOC innovants à l'attention des professionnels. Je pense bien sûr au MOOC sur les risques psychosociaux qui a reçu récemment le soutien du ministre en charge des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski. Et j'ai bien évidemment à l'esprit les remarquables travaux de recherche de notre professeur du CNAM, Christine Herel, et de son équipe au sein du Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM.
Ces analyses sur les révélateurs et les accélérateurs de la crise, sur les travailleurs de deuxième ligne, vont nourrir notre réflexion collective. Christine ne manquera pas dans un instant de vous en dire plus au cours de ce webinaire, dont l'ambition est bien de disséquer ce que nous avons vécu, mais surtout de nous projeter collectivement sur ce que nous allons vivre dans l'univers professionnel. En compagnie d'Anne-Sophie Godon, directrice générale des services de Malakoff Humanis, de Florence Poivet, la présidente de notre fondation, de la fondation du CNAM, de Malika Boucheyoua, DRH de Doré-Chirebourg Multiservices, mais aussi de Serge Le Gagnoa, secrétaire confédéral de Force ouvrière, vous allez avoir, j'en suis convaincu, la confirmation que nous venons de vivre une révolution sociale et sociétale. À ce stade, nous n'en mesurons probablement pas toute l'étendue, ainsi que toutes les conséquences. Ces conséquences sont incontestablement multiples, en termes d'organisation du travail, d'engagement des salariés, de relations entre les employeurs et les employés, d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, de management et d'organisation des ressources humaines. De même, cette crise a marqué sans doute une étape décisive dans la digitalisation de nos sociétés et un basculement irrémédiable dans l'organisation de nos vies. Dans quel sens? À quel degré? Est-ce que tous les actifs sont concernés? Est-ce une régression? Est-ce un progrès? L'historien que je suis n'a pas suffisamment encore assez de recul pour répondre à l'ensemble de ces interrogations. Mais je suis sûr que l'échange qui va suivre va nous permettre d'avoir des premières pistes de réponse. Je remercie donc très chaleureusement chacun des intervenants d'avoir accepté de participer à ce débat. Je remercie Gilbert Azoulay d'avoir bien voulu conduire ce débat. Bon webinaire à toutes, bon webinaire à tous. Merci Olivier, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Alors il a fait la présentation, il a bien rappelé les éléments fondamentaux. Anne-Sophie, on l'a rappelé, hein, Malakoff Humanis est le partenaire de cette chaire et de cette initiative sur le futur du travail. Alors quelques questions avec vous en quelques minutes, si vous êtes d'accord. Alors vous êtes très présent auprès des salariés. Et que retenez-vous en matière, j'allais dire, de mouvement et de trajectoire? Effectivement, à travers les études qu'on mène depuis maintenant un peu plus de 10 ans et qui se sont intensifiées pendant les 2 dernières années, on voit apparaître au moins 5 grands phénomènes. Le premier, et il rend honneur évidemment aux travaux qui sont conduits, eh bien, c'est le fait qu'on l'attendait depuis longtemps, mais les questions de santé, les questions finalement environnementales, eh bien, font irruption dans les entreprises. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'en 2021, les DRH nous disaient que ça allait devenir l'enjeu prioritaire numéro 1 pour finalement les années à venir, devant l'accompagnement des transformations. Donc, premier sujet, c'est cette meilleure prise en compte, finalement, perception aussi que eh bien, la santé est un enjeu de performance sociale et de performance économique. Premier point. Deuxième point, c'est la question de la santé mentale. Je crois qu'on en parle beaucoup, avec probablement donc, la nécessité d'une prise en compte, j'allais dire presque impérative, là aussi, dans les entreprises. 4 salariés sur 10 nous disent que la crise a eu des répercussions sur leur santé mentale. C'est absolument colossal. Un salarié sur 4 nous disait en fin d'année 2021 être à bout de force. Donc, il y a un phénomène vraiment d'épuisement. Et puis, quand même, un grand nombre de salariés qui nous dit que cette dimension est insuffisamment prise en compte dans les entreprises. Donc, deuxième sujet, la santé mentale. Troisième sujet, qui est aussi une thématique chère au CNAM, c'est la question de l'évolution finalement des pratiques managériales, qui était déjà un peu à la manœuvre quand même avant les 2 dernières années là qu'on vient de traverser, mais le travail des managers, il s'est considérablement densifié, complexifié pendant ces 2 dernières années. Presque un manager sur 2 nous dit qu'il a rencontré des difficultés dans cette période. Et pour autant, les salariés, dans le même temps, nous disent qu'ils ont le sentiment que les managers ont été plus présents à leur côté. Donc,
on voit peut-être là aussi un phénomène de souffrance, peut-être des managers, en tous les cas de difficultés de fonctionnement et des transformations importantes qu'il va falloir accompagner. Quatrième élément, eh bien, c'est la nécessité de repenser le travail et son organisation. Je crois que on a bien compris que le télétravail, c'était pas juste travailler à la maison ou travailler dans un tiers-lieu et que finalement, c'était une modalité à part entière de travail, que le travail lui-même se transformait, qu'il allait falloir qu'on réfléchisse à son organisation et que là-dedans, la place du télétravail devait être définie et que si on ne faisait pas cet effort-là, eh bien, on risquait de ne pas en tirer les pleines conséquences en matière finalement de performance. Et puis, dernier item, c'est la place du dialogue social. Dans toutes les enquêtes menées en 2021, eh bien, pour les dirigeants, le dialogue social sera un levier pour accompagner les mutations sociales, toutes ces réflexions autour du travail et de son organisation. Donc, voilà, probablement pour les partenaires sociaux, un rôle très important à jouer dans les années à venir. Le dialogue social est fondamental, on en parlera. Anne-Sophie, vous concluez par un point. Deux petites questions encore pour finir vite. Est-ce que ça dure quand même? On pensait que ça ne durait pas aussi longtemps. Est-ce que l'onde de choc va perdurer? Ce que vous venez de dire, ça va perdurer? Comment ça va changer? Je pense qu'il y avait déjà des transformations qui étaient à la manœuvre avant. On l'a vu notamment, le télétravail, on n'a pas attendu la crise pour que les salariés se mettent au télétravail. Je pense que ce qui caractérise la période, c'est que d'abord, ça a été, il y a eu des mutations très rapides. Beaucoup d'entreprises ont finalement basculé très vite. Beaucoup de salariés ont découvert des modalités de travail auxquelles ils n'avaient pas accès, y compris dans des plus petites entreprises et en dehors de notre région Île-de-France. Donc, ça a été rapide, ça a été soudain, ça a été massif. Et puis, ça a duré longtemps quand même. Donc, on peut faire le pari quand même que ces transformations, elles vont s'inscrire dans la durée. Et c'est bien l'objet de ce webinaire que d'essayer de voir ce que ça va changer et comment est-ce qu'on peut accompagner ces mutations. Vous avez pointé du doigt des sujets graves et notamment, je vous propose de prendre un point particulier précis pour conclure les risques psychosociaux. Que peut faire une entreprise? Qu'est-ce qu'elle peut faire réellement sur ce sujet-là? Je pense que c'est d'abord, vous venez de parler de risques psychosociaux. Tout à l'heure, on a parlé de santé mentale. Je pense qu'il y a une vraie première question à se poser sur finalement ce qu'on met derrière ces mots. Quel est le périmètre de responsabilité de l'entreprise? Les risques psychosociaux, ça fait plutôt référence à des risques qui trouvent leur origine dans le travail. Et donc là, ça évoque évidemment la responsabilité de l'employeur. Pour autant, on voit bien que la santé mentale, elle est finalement aujourd'hui dégradée à la fois de par le contexte dans lequel on est, qui porte qui finalement est globalement anxiogène, par ce qui joue aussi dans le travail. On voit bien qu'il y a quand même des risques psychosociaux qui sont en augmentation. Et puis, il y a des situations individuelles qui se sont aggravées. Là, on voit que les Français sont plus de presque 7 sur 10 à avoir connu des situations individuellement complexes. Donc, il faut faire déjà la part des choses de qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'employeur et pour lequel il doit agir. Et puis, qu'est-ce qui relève aussi finalement de son besoin d'intervenir sur ce sujet parce que les salariés sont en détresse, parce que ça a forcément des conséquences sur la performance. Et donc, c'est un sujet finalement de mobilisation globale des dirigeants, des managers qui doivent écouter, qui doivent orienter, parfois accompagner les salariés en difficulté. Et puis les salariés eux-mêmes, parce que finalement, ils sont les premières vigies d'eux-mêmes. Et donc, il faut aussi apprendre à se connaître. Voilà, et puis peut-être aller chercher de l'aide auprès de son manager, auprès des médecins du travail, auprès des lignes d'écoute psychologique, auprès aussi de son assureur, voilà, pour trouver donc des réponses. Et oui, la médecine du travail qui connaît une réforme sans précédent, médecine de ville, médecine du travail, la santé au travail a été replacée au centre de l'entreprise. J'en profite juste avant de passer la parole à Christine Herel qui va nous faire un point sur cette transformation que nous connaissons et les grands sujets de mouvement dans la société, le révélateur que la crise a entraîné. Malika, juste un mot, est-ce que c'est un sujet qui a basculé dans vos priorités aussi, tout ça, tout ce qu'on vient de dire?
absolument. Le télétravail, c'est un dispositif qui a été exercé par pas mal d'entreprises avant le Covid, mais on l'a vu qu'on n'avait pas la maturité tous à avoir un télétravail, on va dire. On avait plutôt un droit du télétravail, mais c'est vrai qu'il n'a pas été exercé d'une manière assez massive. Le Covid a forcé les entreprises à prendre le pas, sans normes, sans charte, sans accord pour la majorité d'entre elles. Et je trouve qu'on a fait un saut dans le vide et finalement, on a crevé l'abcès parce que globalement, lorsqu'on entend les dirigeants, la crainte du télétravail se base effectivement sur comment je donne confiance à un collaborateur, à un salarié, de travailler autre dans une organisation, entre guillemets, contrôlée. Et je trouve que collectivement, on a vécu une expérience inédite et cette expérience a permis aux entreprises de remarquer, de constater d'une manière factuelle que la performance économique était là. Et finalement, le télétravail devient, entre guillemets, démocratique. Et sur le sujet des risques psychosociaux, est-ce que c'est quelque chose qui est monté dans votre hiérarchie de DRH ? Ah oui, après, donc je prends du recul. Hein, donc c'est vrai qu'on a tendance, entre guillemets, à étudier les risques psychosociaux d'une manière, on va dire, à une lecture juridique. Et quels sont mes devoirs, quelles sont mes obligations. Globalement, je trouve que sur ce sujet-là, il faut qu'on ait une démarche beaucoup plus préventive. Et d'une manière globale, y compris au sein de le législateur. Aujourd'hui, le législateur dit, écoutez, entre guillemets, il entretient ce risque psychosocial avec de la jurisprudence, avec les devoirs de l'un, les obligations de l'autre. Je trouve qu'il faudrait qu'on l'inscrit plutôt sur une priorité de santé de la médecine du travail. Et pour l'instant, je trouve que cette démarche n'est pas encore enclenchée d'une manière concrète et opérationnelle, du moins c'est ma vie en tant que DRH. Voilà. Premier chantier pour le futur du travail, puisqu'on va dessiner demain ensemble, c'est peut-être un peu présomptueux, mais on va dessiner quelques chantiers à approfondir. Alors, Christine Erel, je parlais de vos travaux, parce que c'est très important quand on a préparé cette conférence. Vous me disiez, cette crise a été un révélateur. J'aimerais qu'on passe quelques points clés qui, vous, la chercheuse qui travaille sur ces sujets, vous nous disiez quels sont ces points clés ces révélateurs, justement, dont vous parlez. Le premier point, vous l'avez évoqué en parlant des travailleurs de la première ligne ou seconde ligne, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par le président de la République, ça a été de souligner le fait qu'on avait un certain nombre de métiers qui étaient des métiers essentiels, des métiers dont on ne peut absolument pas se passer. Alors on les a appelés dans les travaux sur ces questions les métiers à continuité économique et sociale, parce que je pense que c'est une vision peut-être plus positive que celle un peu guerrière de première ou deuxième ligne. Et donc, ces métiers de la continuité économique et sociale, ils existent évidemment depuis très longtemps, mais leur importance fondamentale est apparue de manière frappante, évidemment, pendant cette crise. Donc, ce sont bien sûr les métiers de la santé, mais aussi tous ceux qui permettent de faire fonctionner l'économie, donc les transports, le commerce, l'aide à domicile, la sécurité, l'agriculture, les travailleurs sociaux. Enfin, on a évidemment beaucoup de catégories de travailleurs que l'on peut y inclure. Et pour tous ces métiers, le point central, évidemment, c'est qu'il s'agit, dans les 3/4 du temps, de personnes qui exercent leur métier en présentiel. On n'a pas de possibilité de télétravail. Donc, ça a posé des enjeux particuliers de protection en termes de santé au travail, évidemment, dans le contexte de la pandémie. Et puis, ça a été aussi le révélateur de difficultés particulières qui se posent dans ces métiers-là, donc de problèmes de qualité de l'emploi et du travail. Ce sont souvent des métiers qui sont sous-payés, des métiers dans lesquels on a aussi des conditions d'emploi qui sont plus difficiles, des conditions de travail qui sont plus difficiles, notamment en termes d'horaire, par exemple, avec des métiers avec de fortes contraintes horaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est devenu visible là, alors que dans le fonctionnement normal de l'économie, on a tendance à considérer ça comme naturel, ne même pas s'en apercevoir. Donc ça, je pense que c'est un premier point, un révélateur du coup, effectivement, de ces métiers de la continuité économique et sociale. Et des enjeux autour de ces métiers, santé et qualité de l'emploi et du travail. Ensuite, il y a deux autres points. Il y en a deux, sur les fragilités et l'importance des limites du dialogue social. Voilà, c'est cela que je veux dire. Sur la fragilité, en ce qui concerne les modèles d'emploi qui reposent trop, entre guillemets, sur l'emploi temporaire, sur des emplois en CDD très courts, donc typiquement, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, où la difficulté a été, pour les salariés concernés, le fait, évidemment, de perdre leur emploi lorsque l'activité s'arrête, mais aussi du point de vue des employeurs ensuite d'avoir, et on le voit aujourd'hui,
de très grandes difficultés à recruter, puisque finalement, un certain nombre de ces salariés ont choisi d'aller ailleurs et de préparer une reconversion pendant la période de la crise. Donc, du coup, ces modèles qui reposent sur un turnover très élevé sont finalement des modèles relativement fragiles dans un contexte comme celui qu'on a connu, avec des arrêts d'activité puis des reprises. Alors que le recours à la stabilisation de l'emploi par les mesures comme le chômage partiel, c'est quelque chose qui, au contraire, permet à la fois du point de vue du salarié et de l'entreprise de garantir une certaine continuité. Donc ça, c'est un deuxième point, je pense, dans les enseignements en termes de révélateurs. Et enfin, le dernier, effectivement, ça a déjà été dit, c'est sur la question du dialogue social. Je pense que cette crise a montré effectivement l'importance du dialogue social qui existait bien sûr auparavant, mais dans un contexte de gestion de crise, on la voit de manière particulièrement forte. Donc, le dialogue social a joué son rôle dans les entreprises. Ensuite, ce qu'on peut un petit peu regretter sans doute, c'est bien sûr que, faute de moyens, faute de temps aussi, on a été sur du dialogue social très informel. Il faudra sans doute, dans beaucoup de cas, passer des choses un petit peu plus formalisées à l'avenir, avec des accords, comme ça a été dit, le télétravail, souvent ça a été organisé un peu rapidement, mais sans qu'il y ait forcément réellement d'accords qui soient signés. Donc ça, c'est des choses qui devront devoir se faire à l'avenir. Ça suppose des moyens, c'est ça la difficulté, des moyens qui ne sont pas forcément toujours suffisants pour ce dialogue social en France. Et puis, ça suppose aussi d'aller partout dans tous les types d'entreprises, parce qu'on est en fait dans une situation où le dialogue social est de qualité très hétérogène selon les entreprises. Donc ça, c'est aussi des points qu'il faudra prendre en compte à l'avenir. Merci beaucoup, Christine, c'est très instructif. Alors, Florence, vous voyez, comme ça, quand on vous dit qu'on n'a pas les moyens de discuter. Alors, Florence, vous êtes certes présidente de la Fondation, mais vous étiez aussi un partenaire social. Vous étiez dans les discussions quand vous étiez au MEDEF avec Serge. Je ne sais pas si vous étiez dans les mêmes réunions, mais en tout cas, ce qui vous a frappé, vous, quand on a préparé, mettez votre micro, Florence, s'il vous plaît. Ce qui vous a frappé, vous, quand on préparait cette table ronde, c'est la qualité, finalement, du dialogue social qui s'est développé. Enfin, oui, c'est un peu un révélateur, comme le disait Christine, mais s'il faut mettre des chantiers de dialogue social en perspective, moi, je repartirais bien de ce que Malika a évoqué sur la confiance, hein, cette crise révélateur de confiance des chefs d'entreprise. Et cette confiance, elle développe, enfin moi, c'est mon regard en tout cas, elle développe une audace d'autonomie, une envie d'autonomie et une audace de liberté chez les collaborateurs. Et ça, je trouve ça formidablement positif. Mais si il n'y a pas un vrai dialogue social pour sécuriser cette autonomie et cette liberté qui est ouverte à chacun à travers le télétravail, mais j'y reviendrai sur mon deuxième chantier, aussi à travers ce révélateur de métiers fragiles qui ont parfois contraint les gens à changer de métier. Il faut absolument sécuriser cette autonomie et cette liberté. Et je trouve que pour les partenaires sociaux, c'est un champ de discussion absolument passionnant, constructif et positif qu'on peut mener ensemble. Alors Serge, pardon, allez-y Florence, pardon, je vous laisse dire. Si je puis me permettre, le deuxième champ, et celui-là, j'avais commencé à l'amorcer il y a quelques années quand j'étais dans les négociations, mais qui me paraît extraordinairement saillant aujourd'hui. Des possibles différends s'ouvrent à chacun. Alors parfois, elles sont imposées. On l'a vu dans la restauration, dans l'événementiel, dans un certain nombre de secteurs, mais de fait, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent à chacun. Mais une fois encore, c'est possible, ils ne seront motivants, ils seront gagnés que si chacun est accompagné tout au long de son parcours professionnel. Pour les gagner, c'est possible de nouveau, possible à l'intérieur de l'entreprise, possible à l'intérieur de la filière ou possible en dehors de la filière. Et pour ça, il faut que vraiment qu'il y ait une négociation interprofessionnelle très solide sur la transition professionnelle. On doit donner... On en parlera tout à l'heure, c'était un point dont je voulais vous parler un peu plus tard, Florence, mais cette transition professionnelle est évidemment, elle a été révélée. Si on ne se met pas tous autour de la table pour voir comment
on donne les outils, les moyens tout au long du parcours, de la jeunesse jusqu'à la retraite, hein, à chacun pour pouvoir oser à n'importe quel moment de son parcours un chemin différent, on aura du mal à gagner globalement la partie. Et ça met en cause beaucoup de choses. Hein. Bah oui, Mais j'imagine. passionnant. Ouais. Serge, alors vous représentez un syndicat version salarié, donc évidemment votre regard est capital, hein, parce que on a une version, je dirais pas d'en haut, mais en tout cas une version de l'autre côté du miroir en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous retenez comme partenaire? Écoutez, c'est autre chose. Hein. Oui, déjà, dans le contexte que nous avons pu vivre et qui n'est pas terminé en matière de crise sanitaire, moi je tiens à rappeler l'importance et la solidité de l'ensemble de notre système de protection sociale. Et quand je dis ça, je parle de tous les acteurs, y compris au niveau des institutions complémentaires santé et prévoyance. Je me permets d'insister parce que c'est extrêmement important. Et ça nous a permis à la fois de tenir dans ce contexte-là. Il y a eu un effort important fait à la fois par l'État et à la fois par notre système de protection sociale pour cadrer les choses, à la fois sur le plan sanitaire et faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact négatif possible, et sur le plan économique et sur le plan social, ce qui explique d'ailleurs que pour l'instant, on a peu d'impact négatif au plan des faillites d'entreprise et au niveau du chômage. C'est un élément je crois, essentiel dans le dispositif. Mais tout ça aussi, c'est rendu possible, puisque ça a déjà été évoqué, par un dialogue social qui a été extrêmement important pour accompagner ces dispositifs de façon ponctuelle, mais un ponctuel qui dure dans le temps, aussi bien au niveau interpro, donc avec les grandes confédérations syndicales de salariés ou patronales, mais aussi dans les branches, et évidemment également dans les entreprises. Donc effectivement, ça permet de tenir tout le dispositif. Sur la question de la santé au travail, qui est effectivement une question primordiale et essentielle, et pas que uniquement liée à la crise sanitaire que nous connaissons. Je crois que ça a été rappelé tout à l'heure, on a eu l'occasion de concrétiser un accord national interprofessionnel sur cette question essentielle de la santé au travail. Mais je tiens à dire et à souligner que cette démarche avait été initiée avant la crise sanitaire. Donc, ce n'est pas une négociation j'allais dire, d'opportunité en lien avec la crise sanitaire. La démarche avait été voulue par les partenaires sociaux préalablement. Alors, évidemment qu'il a fallu, de notre côté, beaucoup insister sur ce sujet pour ouvrir ces discussions et faire évoluer le dispositif, et notamment pour pouvoir améliorer aussi les questions de prévention. Et on a engagé cette discussion qui s'est concrétisée par un accord et qui s'est concrétisée derrière par une loi qui a été donc promulguée en août 2021 en respectant, et je tiens à insister là-dessus, en respectant l'état d'esprit qu'ont voulu les négociateurs, aussi bien côté salarié que côté patronal. Je me permets d'insister là-dessus parce que quand on parle aussi de qualité du dialogue social, il faut faire en sorte que les partenaires sociaux autour de la table puissent également négocier à la fois concrètement, mais sans épée de Damoclès et sans pression de la part de l'État, donc sans pression politique. Et je pense que c'est un élément important dans le paysage, et ça n'a pas toujours été le cas. En tous les cas, on a réussi à faire en sorte que ça puisse durer. Si vous voulez, je peux continuer aussi dans ce cadre-là. Ouais. La question des risques psychosociaux, ce qui a été évoqué, c'est un petit point là-dessus. Alors, juste pour commenter, évidemment, le temps de la loi étant tellement long, évidemment, cette réforme de la santé avait été initiée bien avant. Elle a percuté la crise, évidemment, on s'en est rendu compte, mais j'allais dire un coup de chance. Non, c'est le hasard, c'est les circonstances. Mais évidemment, cette réforme était prévue depuis longtemps, sachant que quand on regarde, et je parle sous le contrôle de Florence et de Malika, la santé au travail n'a jamais été un sujet qui a été porté là où il aurait dû être, ou en tout cas à un vrai niveau. Et cette réforme avait pour but de replacer justement la santé au travail et la direction et les services de santé au travail et les liens avec la médecine de ville notamment, ce qui étaient des sujets importants. On avait, Anne-Sophie, me semble-t-il qu'on avait parlé de ça il y a quelque temps, la réforme de la santé au travail, non? Oui, c'était l'objet d'un de nos webinaires. Voilà. Vous voyez, nous-mêmes, on était en avance de phase, si je puis dire. Allez, Serge, je vous laisse finir. Oui, sur cette question de santé au travail, effectivement, il y a une notion de temps long quand on transpose un accord dans la loi. Et je suis le premier à regretter, par exemple, qu'à l'issue de la loi, la sortie des décrets se fait assez tardivement. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité des services de l'État.
De surcroît, nous devons avoir 47 décrets au total, ce qui est assez lourd. Je crois que c'est une des rares lois sociales pour laquelle nous avons autant de décrets d'application. D'ailleurs, ça démontre aussi l'ampleur du dispositif pour faire face à ces questions. Et pour autant, et pour en venir à la remarque faite tout à l'heure par Malika, notamment sur la question des risques psychosociaux, mais à mon sens, c'est aussi beaucoup plus large quand Malika évoquait qu'il y avait une vision un peu trop juridique sur ces aspects-là, mais d'ailleurs, c'est vrai d'ailleurs sur beaucoup de sujets, en indiquant, si j'ai bien compris, que ça pouvait représenter un frein à la concrétisation justement de cet élément-là pour les salariés. Moi, je tiens à rappeler que là, on parle sur des éléments concrets qui sont à la main de l'employeur. Sur les questions de santé au travail, il faut toujours rappeler que, et c'est en lien bien sûr avec les questions d'organisation du travail, l'employeur a une responsabilité sur la façon de protéger, et quand je dis responsabilité, une obligation à la fois de moyens et de résultats pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Une fois qu'on a dit ça, nous devons regarder ensemble ce que l'on peut réaliser pour éviter d'en arriver à des situations bien sûr catastrophiques. Et c'est là justement où la question de la prévention est primordiale. C'est lourd, ça prend du temps, ça demande une réflexion très en amont sur la façon de prendre en charge, notamment quand on évoque les risques psychosociaux, une analyse précise des postes et des métiers à risque et de voir comment on peut anticiper et faire en sorte de limiter grandement, voire les supprimer, tout risque psychosocial. Il faut aider l'entreprise pour ce faire. Et il ne faut pas que ce sujet reste uniquement qu'au niveau de la simple entreprise, parce que si tu n'as pas laissé ça, ce que je vais dire, mais vous avez des petites entreprises, des moyennes et des grandes. Évidemment, les moyens sont tout à fait différents. Et il est pour nous indispensable que ce sujet, évidemment, soit pris en compte au plan interprofessionnel, mais également dans les branches professionnelles. Les branches professionnelles ont un rôle extrêmement important à jouer sur ces sujets-là. Elles connaissent parfaitement leur périmètre d'activité, elles connaissent parfaitement les différents postes et les différents métiers sur lesquels il faut mettre en place des procédures et des moyens adaptés, et ça peut se faire aussi dans ces branches, avec évidemment les partenaires sociaux côté représentants des salariés, et évidemment, si c'est nécessaire, en s'aidant d'experts sur ces sujets. Et puisque nous sommes là présents avec Malakoff, y compris les institutions en matière de santé et de prévoyance connaissent très bien les branches professionnelles. Elles sont en capacité de pouvoir analyser, d'apporter une aide très concrète pour ce travail de dentelle précis. Oui, de toute façon, la réforme avait pour vocation aussi d'éviter le top-down avec une sorte de santé au travail, avec une vision un peu d'en haut, ce que doit être la santé au travail, mais une vision beaucoup plus collaborative et de terrain, y compris avec des ressources qui seraient apportées aux petites et moyennes entreprises, puisque c'est là que se nouent aussi des sujets. On avait une grande entreprise la dernière fois. Évidemment, ils ont un médecin, voire deux. Ils ont une direction qui est rattachée à la DRH. Donc voilà. Pardonnez-moi, on continue, on ne s'égare pas puisqu'on est sur un sujet crucial. Christine, je vous repasse la parole parce que évidemment, la nouvelle organisation du travail, c'est ça aussi qui est en creux dans notre débat de demain, avec l'usage du numérique notamment, une nouvelle approche du management et la perception du travail entre vie perso et vie pro. Quel est votre regard de chercheuse là encore ? Alors là, sur ces points-là, je pense que la crise n'a pas radicalement changé les choses. En revanche, elle a accéléré des tendances qui existaient auparavant. Donc évidemment, sur le numérique, donc la diffusion du numérique dans les entreprises avait commencé bien avant la crise Covid, mais elle s'est accélérée, et notamment au travers effectivement du recours massif au télétravail. Donc on a diffusé le télétravail partout où c'était possible, utilisé du coup des outils qui étaient encore sous-utilisés jusqu'à la fin de 2019. On est allé bien plus loin que ce qui du coup était prévu dans tous les accords qu'il y avait pu avoir. Il y avait déjà eu des accords sur la question du digital en 2016-2017, mais qui du coup se sont retrouvés finalement dépassés par ce qui s'est passé dans le cadre de la crise sanitaire. Alors ce point-là, bien sûr, est très important. Il faut aussi, là encore, garder en tête les risques qui sont associés. Donc on a parlé des questions de risques psychosociaux, on pourra peut-être y revenir, mais il y a aussi sur la question du télétravail et des usages du numérique plus largement, le problème du fait qu'un certain nombre de personnes
ne maîtrisent toujours pas ces outils digitaux et qu'on estime qu'il y a environ 10 à 15% en France de gens qui restent à l'écart par rapport donc, à ces outils numériques, qui ne savent pas les utiliser. Et donc on doit encore faire des efforts en termes de formation initiale, mais aussi formation continue pour ces questions sur les personnes qui ont plus de difficultés. C'est des questions d'usage ou des questions de savoir-faire ou de hardware, si je puis dire? C'est des questions de savoir-faire. On a des gens qui ont vraiment effectivement un manque du coup de compétences de base, et c'est surtout chez des profils de personnes qui sont bien sûr avec des faibles niveaux de qualification et plus âgés. Ça, on en a beaucoup moins chez les jeunes, bien sûr, mais pour qui du coup le fait d'avoir une exigence d'utiliser un outil numérique peut être problématique, même lorsque c'est des outils assez conviviaux. Alors, numérique accélération, vous l'avez dit, numérique accélération sur quelque chose qui était déjà en cours largement, et nouveau mode de management, et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez indiqué. Oui, alors effectivement, donc là le mot-clé, c'est l'autonomie qui a déjà été donné précédemment, c'est-à-dire que ces nouveaux modes de management autour du télétravail, mais qui ne reposent pas exclusivement sur le télétravail, vont vers des organisations du travail où on donne plus d'autonomie aux salariés. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, modifie de manière très importante aussi le rapport au travail, l'organisation du travail dans les entreprises, les modes de management, comme ça a été évoqué. Et c'est quelque chose qui a été accéléré là aussi par cette crise sanitaire et la réaction du coup des entreprises, du management aux contraintes du travail à distance notamment, qui imposent effectivement davantage d'autonomie. Donc là aussi, il y a des enjeux ensuite, même chose, de formation pour les managers notamment, et puis aussi de suivi des effets de ce type d'organisation, puisqu'on sait que plus d'autonomie, ça peut aussi vouloir dire plus de stress. Ça dépend aussi du profil des personnes. On a, dans les enquêtes sur les conditions de travail, on voit aussi certaines corrélations entre l'autonomie et le stress au travail. Tout dépend en fait de l'accompagnement. Vie perso, vie pro qui pose question, voilà. Évidemment, quand on est under pressure à la maison. C'est fondamental, effectivement, c'est tout ce qui concerne l'articulation vie familiale, vie professionnelle, qui était déjà un sujet émergent dans les enquêtes auprès des salariés et dont on voit aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement important dans les demandes et notamment des jeunes. Qui est donc le fait que la vie familiale ou la vie personnelle de manière générale ne doit pas être sacrifiée pour le travail. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, bien sûr, pose question au regard du télétravail et de son incidence éventuelle en termes de débordement par rapport à la vie privée, mais plus largement de l'organisation du temps de travail et donc du fait d'aller vers une organisation du temps de travail qui permet en tout cas de mieux prévoir, de mieux s'organiser pour concilier effectivement sa vie personnelle et sa vie familiale. On voit de plus en plus de jeunes qui refusent des emplois au nom effectivement de ces problèmes de conciliation avec leur vie personnelle, qui ne se voient pas s'engager dans un emploi qui ne leur permet pas de s'accomplir, y compris personnellement, à l'extérieur du travail et au travail, mais aussi à l'extérieur du travail. Christine, on pourrait vous écouter des heures sur ce sujet-là, mais tout le monde doit parler. Florence, mais j'allais vous passer la parole, Florence, c'était une petite question. Alors, on a parlé d'autonomie. Vous, quand on préparait, vous m'avez dit la liberté. C'est aussi une notion qui émerge quand on est au travail et quand on est sur le marché du travail. Alors, je voudrais rebondir, mais c'est dans le sujet, sur ce que Christine vient de dire. C'est vrai qu'on a pris rapidement conscience que dans cet environnement où l'autonomie devient un élément nouveau et plus fort, il fallait être très attentif aux managers parce que, quelque part, leur job change. Quand on est chef d'orchestre d'un orchestre symphonique, c'est pas évident de devenir chef d'orchestre d'une formation de soliste. C'est quelque chose de très différent. Mais moi, je crois qu'il faut aussi accompagner chacun dans ce chemin d'autonomie. Et personnellement, je rêverais que dans toute formation, quelle qu'elle soit, et dès l'école, il y ait des modules d'entreprendre. Parce que la première entreprise, notre premier chemin d'entrepreneur, c'est d'entreprendre notre vie. Et quand on est mis face à de l'autonomie, il y a une part d'entreprise de notre vie qui est dans cette dimension d'autonomie. Et du coup, ça remet aussi en question les formations. Et puisque je suis sur ce sujet, mon rêve absolu serait que dans toute
formation, il y ait à la fois un module, enfin un ou plusieurs modules en fonction des champs ouverts, bien sûr sur entreprendre, cette réalité d'entreprendre dès l'école, un module sur l'impact environnemental, ma responsabilité face à la planète dans le métier ou dans la formation que je suis en train de… Et même si je suis en université, j'ai un impact possible. Et aussi un module de ma responsabilité demain dans la société. Comment je vais pouvoir être acteur? Je demande du sens. Je demande un sens de responsabilité plus forte sur l'environnement, plus forte sur la société, plus forte sur le bien-être de chacun. Et c'est formidable. Moi, je m'en réjouis absolument. Mais comment moi, je vais pouvoir être acteur de cela? Pas seulement demander que mon entreprise me l'offre, enfin, soit dans cette dynamique, mais comment moi devenir acteur. Et je pense qu'avec ça, un certain nombre de risques psychosociaux, un certain nombre de stress, de chemins de stress pourraient être pris en compte. Alors bien sûr, l'autonomie, ça va jusqu'à la liberté. Et moi, je me réjouis beaucoup de voir que spontanément, la jeune génération est très tentée par l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat. Par contre, c'est de notre responsabilité, nous les anciens ou nous les partenaires sociaux, de pouvoir leur apporter de la sécurisation. On voit bien qu'il y a ce grand écart aujourd'hui entre j'ai plus d'autonomie, potentiellement jusqu'à la liberté, mais j'ai aussi potentiellement mon job qui saute, et ça me met en stress et en inquiétude. Et donc, à nous de le sécuriser. Alors, il y a eu au Parlement un début après 30 ans, il n'y avait plus de discussion et d'évolution sur le statut des indépendants. Il faut sûrement aller plus loin. On aura, la nouvelle génération, elle aura à passer d'un job à l'autre, mais elle aura aussi à passer d'un statut à l'autre plusieurs fois dans son parcours, dans son parcours professionnel. Et ça, et je suis convaincue qu'il y a des champs, à explorer et qui peuvent en tout cas, libérer cette liberté. Ça commence, vous faites parler, en tout cas, l'injonction d'autonomie va devenir acteur de sa vie. Ça pose la question du stress, ce que nous dit Marina Bourguin. Emmanuel Caillot, on en reparlera avec nos experts qui sont nos invités, pardon. Que penser de la grande vague de démission qui va un peu dans le sens aux États-Unis? Vous avez vu 4 millions de personnes qui sont pas revenues tout simplement dans leur job. Serge, pardon, c'est à vous. Alors, changement de vie, autonomie, liberté. En tout cas, on est dans un monde, en tout cas, où on a une pénurie, changement de métier, pénurie de main-d'œuvre, pénurie sur certains métiers. Alors, c'est vrai que tout ça, ce sont pas mal d'injonctions contradictoires pour les entreprises, pour les partenaires, pour l'emploi. Effectivement, la crise sanitaire, donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, a mis en exergue déjà des difficultés existantes et des situations fragiles, situations difficiles existantes sur la partie santé. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le secteur de la santé, les métiers de la santé connaissent de graves difficultés. Sur la partie des métiers, j'aime pas ces appellations et donc j'apprécie l'indication donnée tout à l'heure de métiers de continuité économique et sociale, avec des salaires assez bas, avec beaucoup de précarité. L'aspect positif des choses, c'est qu'ils ont été mis en avant. Quand je dis ils ont été mis en avant en termes de caractère indispensable d'une part, mais aussi le fait que leur situation en matière de conditions de travail et salariales est absolument catastrophique. Donc le fait de les mettre en avant, ça permet de pouvoir ouvrir des discussions. Là, on parlait beaucoup de dialogue social. Oui, chiche, ouvrons des discussions en matière de dialogue social pour améliorer les conditions de travail sur ces métiers, améliorer la qualité des emplois, que ces emplois soient moins précaires. On peut parler des contrats atypiques et des durées également en matière de contrats. Et puis, on parle du télétravail, on parle beaucoup du télétravail. Je répondrai précisément à votre question quand même. On parle beaucoup du télétravail. S'il vous plaît. Sur le télétravail, donc, je vais quand même insister sur le télétravail. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Avant la crise sanitaire, le télétravail, on en parlait un peu, c'est parfois une
une question d'opportunité, il n'y avait pas vraiment de cadrage, on s'en remettait au bon vouloir uniquement de l'entreprise. Ça fonctionnait plus ou moins avec de grandes diversités, si je puis dire. Crise sanitaire, on s'est retrouvé en télétravail de façon façon obligée, sans vraiment cadre, donc c'était un petit peu au forceps. À partir du moment où les choses se font ainsi, sans cadrage, sans moyens, on se retrouve à ce qui avait été évoqué, avec des situations aussi qui sont parfois à l'opposé. Certains ayant vu une opportunité aussi de changer, d'avoir une condition de travail améliorée, de quitter un environnement pour le Parisien qui habitait dans un petit appartement, de se poser la question s'il pouvait aller s'installer à la campagne, au vert, pour avoir plus d'espace et travailler dans de meilleures conditions, ce qui d'ailleurs parfois pose aussi des difficultés évidemment en termes d'éloignement, de lien social au sein de l'entreprise. Et moi, Ou de connexion parfois, hein. On va s'installer en plein dans la pampa et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de connexion. C'est plus compliqué que ce qui est sanitaire. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, ça pose ces questions matérielles, ces questions aussi d'éloignement et de gestion avec le lien avec l'entreprise, comme ça a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs par Florence, c'est important. Puis des RH qui se retrouvent avec des compétences qui se sont éloignées en province et dont il est difficile de retisser le lien. Et puis… Serge, juste, je vous laisse finir. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le fait que le marché de l'emploi se porte très très bien, c'est une occasion, une fenêtre pour les partenaires de discuter des conditions enfin? Parce que quand c'est tendu, évidemment, on les met un peu sous le tapis parce que il faut bien faire face. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, les voyants sont au vert, donc c'est peut-être le moment d'échanger. Alors, j'allais venir sur cet aspect-là. Et je finis sur le télétravail parce que voilà, il y a le pendant, il y a l'après. Donc, il y a eu cette négociation d'un accord télétravail un peu dans l'urgence, qui n'est d'ailleurs pas normatif entre parenthèses, parce que tout à l'heure on évoquait la question de l'organisation et d'un certain nombre de normes. Et donc, on voit que c'est assez compliqué en termes de dialogue social et de concrétisation de pouvoir mettre en place des dispositifs qui soient, je ne vais pas prendre le terme contraignant, c'est souvent un terme qui est employé par la partie patronale. Nous, on parle de sécurisation. Et la sécurisation, elle est valable pour les deux parties. Et donc, il faut faire en sorte que sur cet aspect télétravail, mais également sur tous les aspects qu'on est en train d'évoquer, sur les évolutions qui voient le jour et qui vont voir le jour par la suite, comme l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure également Florence, il est nécessaire qu'on puisse regarder quels sont les sujets à mettre sur la table, se mettre autour de la table, et non pas pour se mettre autour de la table pour parler. Et puis, il faut qu'on concrétise, et malgré tout, qu'on puisse concrétiser avec des mesures qui s'appliquent à tous et qu'il y ait un minimum de socle commun pour pouvoir avancer. Je terminerai sur juste la notion de liberté parce que c'est un terme qui est… c'est Florence, c'est pas moi. C'est ambigu. C'est un terme ambigu. On est évidemment que nous sommes tous favorables à la notion de liberté. Encore que dans l'entreprise, cette notion de liberté, elle est à nuancer. Il y a le lien hiérarchique avec le responsable de l'entreprise ou le responsable hiérarchique fait que cette notion de liberté n'est pas du tout évidente. Donc, ce n'est pas cette question de liberté. Justement, c'est comment on articule cette prise en compte de nouvelles aspirations dans l'intérêt à la fois du salarié et des jeunes qui ont une autre mentalité aujourd'hui, et puis l'intérêt de l'entreprise, y compris sur la notion de temps et sur l'ensemble de la carrière, sans non plus déstructurer ce qui fait le lien social collectif, ce qui fait la richesse aussi de notre système de protection sociale collective. Donc, il faut essayer de trouver un biais en mixant un petit peu tout ça pour ne pas se retrouver dans des situations, puisque tout à l'heure a été évoqué, et notamment à travers d'une remarque sur le chat, la situation des États-Unis. Nous ne souhaitons pas se retrouver dans la situation américaine où c'est un peu au nom de la liberté individuelle, le chacun pour soi, avec les conséquences dramatiques en matière d'accompagnement et de protection sociale, et avec aujourd'hui des gens qui, effectivement, découvrent que leur système et que leur bonheur n'est pas forcément dans la liberté qu'on leur avait vendue. Et je termine là-dessus, regardez ce qui se passe dans notre propre pays, avec ce qu'on a pu vendre aux salariés qui pouvaient accéder à un certain niveau de liberté, d'autonomie, et qui se sont lancés dans les professions de VTC, de livreur à vélo, et bien souvent, ça donne lieu à des situations… Ça va se réguler, me semble-t-il. Par contre, sur ce qu'évoquait Florence sur la question des indépendants, oui,
Il faut regarder comment on peut les accompagner et mieux les couvrir en matière de protection sociale, pour Serge. autant que les moyens soient mis également en œuvre pour faire face à cela. Et je regrette que sur la question des indépendants, la démarche qui a eu lieu voici à peine quelques mois n'a pas été jusqu'au bout. On a pris en compte qu'une partie d'accompagnement en matière d'accident du travail, maladie professionnelle, mais pas la totalité des besoins pour faire face à une protection nécessaire pour… Tout ça va se réguler, me semble-t-il, évidemment, puisque de toute façon, on a tous été un peu jusque-là. Malika, évidemment, tout converge vers l'entreprise quand on parle, parce qu'évidemment, nous, on parle d'accords, on parle de nouvelles perspectives, mais tout ça, ça se traduit dans une entreprise. Alors, vous êtes un laboratoire vivant avec 30 000 collaborateurs. Alors, vous me faisiez une remarque quand on préparait, et vous me disiez, mais le télétravail, c'est bien sympathique, mais quand j'ai 70% de mes collaborateurs que je ne peux pas télétravailler, comment je fais? Je ne vais pas mettre les cols blancs à la maison tranquillement, pendant que la plupart que des autres collaborateurs. Donc, c'est un vrai sujet, c'est pas si simple, un accord télétravail, ça cache bien d'autres choses. En fait, je vais quand même réagir d'une manière globale. Je n'ai pas envie de focaliser que sur le télétravail. 20 ans dans les ressources humaines, ce que je peux observer lorsque j'étais très, très jeune, c'est qu'on peut avoir des parcours professionnels très tracés dans des entreprises. Dès que vous rentrez à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, on va vous dire au bout de 4 ans, vous allez faire ça, vous allez faire ceci. Donc, il y a des trajectoires, on va dire, tracées. Malheureusement, on voit que le monde économique, et donc incident sur le monde du travail, agit de plus en plus rapidement et finalement ces trajectoires et ces perspectives d'évolution ne sont plus aussi tracées. Donc c'est fini. Donc dans la même entreprise, y compris dans la même entité, vous pouvez avoir des pénuries en fait de recrutement et vous allez avoir des compétences de sureffectifs. Donc ça, il faut l'avoir dans l'esprit. Et donc du coup, je l'entends, Serge, effectivement, quand on parle des conditions de travail. Sincèrement, effectivement, moi aussi, j'étais un peu dans la précarité. Attention, la précarité. Mais quand je vois aujourd'hui les branches professionnelles ou les métiers où il y a la pénurie, ils ne proposent pas des CDD, ils proposent des CDI. Ils proposent des salaires donc, à la grille conventionnelle. Et ils proposent donc des conditions, on va dire, attractives au regard du modèle social classique. Mais la problématique, c'est quoi? C'est les conditions d'exercice. Aujourd'hui, vous avez une pénurie d'emploi sur des métiers de main-d'œuvre. Pourquoi des métiers de main-d'œuvre? Parce qu'on leur demande effectivement de faire 1 heure de trajet pour être très tôt le matin ou très tard le soir par rapport aux propres exigences du citoyen français. Donc finalement, lorsqu'on doit considérer les conditions de travail, on ne peut pas les considérer qu'auprès de l'entreprise elle-même. C'est tout un environnement, tout un écosystème. Au-delà de ça, les pénuries aussi sont aussi des postes de management. Regardez dans le retail, incapables de recruter. Pourtant, les salaires, ils ne sont pas bas ici, Serge. Donc, vous regardez les tranches salariaux en termes d'attractivité, mais on n'arrive pas à recruter. Donc, globalement, moi, je placerai le débat, demain, en termes de perspective, sur les conditions d'exercice. Et dans les conditions d'exercice du poste, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Le digital peut être une solution pour améliorer des conditions de travail, à condition qu'on arrive à concilier l'humain et le numérique, et que le numérique ne soit pas dans la destruction de l'humain. Ça, d'une part. Et d'autre part, et pour finir, et je laisserai peut-être les questions et poursuivre le débat, et deux, ça a été dit tout à l'heure, moi j'y crois énormément sur la transition des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille d'une manière donc en anticipation pour dire, écoutez, vous rentrez dans une entreprise, vous allez faire ce poste-là pendant 10 ans. Quand on emploie par exemple des agents de nettoyage, quand je vois dans les agents de nettoyage, la moyenne d'ancienneté dans l'entreprise, elle est de 7 ans. Si je regarde au niveau de la profession, elle est de plus de 12 ans. Et pour autant, on peut vous dire qu'effectivement, c'est des emplois fragilisés. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous faites une réorganisation au niveau local, vous ne pouvez pas replacer l'intéressé parce que c'est un emploi non qualifié. Il faut qu'on arrive sur des activités, sur des postes qu'on est en capacité de les identifier d'une manière assez facile, de dire quelle promesse sociale, quelle reconversion professionnelle il peut donner, quel contrat social. Et c'est là-dessus qu'il faut l'imaginer. Moi, personnellement, je l'ai mené notamment avec Corian sur le métier de la santé. On a pu accompagner des agents de nettoyage sur des postes d'agents de santé, entre guillemets, au sein des EHPAD. C'est globalement, c'est ça qu'on doit se poser comme question, qui permettent aux personnes d'avoir des parcours croisés et qui permettent aussi, et via ces parcours croisés aussi, on arrive à faire de l'inclusion. On le sait très bien, dans la société, on a du mal
à laisser la place pour les personnes en situation de handicap, on parle de diversité homme-femme. Voilà, donc je ne vais pas parler plus, donc je vous laisse, Gilbert. Mais nous, on vous écoute. Moi, j'adore tout ce que vous dites. De toute façon, tout ce que vous dites est intelligent. Florence, vous vouliez parler? Je repasserai la parole. Oui. Florence et Serge. Christine, juste Oui. sur les transformations des aspirations des salariés, qui est un dernier point que je voulais aborder avec vous. Florence et Serge, rapidement. Oui, je voudrais faire le lien entre une chose que Serge a évoquée et ce que vient de dire Malika. Oui, Serge, bien sûr qu'il faut rester très attentif au collectif. Et une entreprise, c'est d'abord une communauté, donc c'est collectif. Mais ce qu'on voit, et ce que je trouve très intéressant, et Malika disait, on rentrait dans une entreprise et notre voie était tracée d'une certaine façon. Et ça, c'est plus vrai. Et je trouve quelque part que c'est pas inintéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun a un parcours qui est son propre parcours. Et on doit aussi savoir passer, en préservant le collectif, je suis absolument d'accord, en préservant cette force de la communauté, mais de ce que je schématise par de la massification à aussi un parcours individualisé. Et ça, à mon sens, ça remet en cause, bien sûr, le dialogue social, mais ça remet sûrement en question, ou en tout cas en réflexion, les formations. Serge, un mot. Non, Florence, on va passer. Et je sais que les formations, ça vous y tenait totalement. Vous avez été très. C'est clé. C'est clé. Ça veut dire qu'il faut permettre aux gens, comme disait Malika, d'avoir un socle, mais ensuite de pouvoir, tout au long de leur cursus, que ce socle, au lieu qu'il soit fermé, il soit un socle ouvert, qui leur permette, alors le mot est épouvantable, d'être employable. Pourquoi pas. Serge, alors réaction. Je sais que sur Valence, on a beaucoup travaillé quand vous étiez au MEDEF sur l'apprentissage. Vous étiez très, très investi sur ce champ. Donc, je sais que la formation, vous y êtes très attaché. Serge. Effectivement, et Florence a parfaitement raison. Les questions de formation sont extrêmement importantes pour la qualité de la vie professionnelle et son évolution. Pour autant, par rapport à ce que disait tout à l'heure Malika, on ne peut pas nier, il y a des diversités entre les entreprises, évidemment, mais on ne peut pas nier que les conditions salariales, on ne peut pas nier que les conditions de travail sont des éléments importants, que certaines professions en font les frais aujourd'hui. Alors, je n'ai pas visé spécifiquement l'entreprise de Malika ni le secteur du nettoyage, mais quand vous regardez ce qui se passe dans les professions de l'hôtellerie-restauration, c'est assez emblématique. Et c'est un déclic, mais une situation qui existe depuis très longtemps, parce qu'il n'y a pas eu la capacité de se réunir autour de la table pour examiner ces difficultés en matière de conditions de travail, de rythme de travail, et de voir comment elles pouvaient être régulées au bénéfice des intéressés, les salariés eux-mêmes, et également de l'entreprise, donc pour l'ensemble du secteur. Et pour terminer, nous avons parfaitement conscience, que ce soit mon organisation, mais globalement l'ensemble des organisations syndicales, qu'aujourd'hui, les parcours professionnels sont différents de par le passé. Aujourd'hui, un jeune qui rentre dans une entreprise, c'est très rare qu'il y fasse toute sa carrière. C'est terminé. Moi, j'ai connu dans la boîte dont je suis issu un président-directeur général qui était rentré comme simple portier. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Peut-être que c'est peut-être regrettable. C'est ainsi, c'est une réalité. Donc, il faut répondre aux situations actuelles. Et il faut cadrer les choses. Et encore une fois, on ne peut pas nier que les questions salariales et les questions de conditions de travail sont des éléments extrêmement importants sur beaucoup de métiers. Non, mais bien sûr, vous avez une question là. On parle de bien-être financier des salariés dans le chat. Donc, quelqu'un pose la question. Christine, on continue votre petit travail de recherche et on le parcourt. Pardonnez-moi de parler de petit travail de recherche, mais votre travail de recherche, tout simplement. On l'a évoqué au cours de cette première heure de débat. Ça passe vite, mon Dieu. La transformation des aspirations des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je l'ai déjà tout à l'heure dit en partie, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, notamment, mais ça va au-delà, mais particulièrement les jeunes, donc insistent sur des dimensions particulières de la qualité du travail. Donc effectivement, on va retrouver des enjeux de conditions de travail et de rémunération. Bien sûr, ils n'ont pas du tout disparu, mais il y a d'autres points qui sont mentionnés. Alors quand on notamment tout ce qui relève de la qualité de vie au travail, donc des relations sociales, des relations avec les collègues, de l'environnement. Alors je pense par exemple de tout ce qui va être back-office, si on pense donc à l'hôtellerie-restauration, typiquement, c'est pas seulement les conditions de travail en salle, ça va être aussi les espaces dans lesquels vous êtes lorsque vous faites vos pauses, etc.
ou bien ça a été aussi mentionné dans les transports, pour les conducteurs routiers, ils se plaignent beaucoup plus aujourd'hui du fait d'avoir accès ou non à des équipements qui soient de qualité lorsqu'ils sont sur la route. Ils demandent de plus en plus à avoir effectivement du coup accès à des toilettes, des espaces de restauration qui soient de qualité. Tout ça, ce sont des choses qui sont de plus en plus importantes aux yeux des salariés aussi. Donc, cette qualité de l'environnement de travail. Donc, ça fait partie des conditions de travail, mais c'est un petit peu nouveau d'y accorder sans doute cette importance par rapport à ce qui pouvait être le cas il y a 10 ou 20 ans. Et par ailleurs, donc, de manière plus large, donc, il y a une demande de sens au travail qui est très forte pour tous. Et qui peut rejoindre donc, les enjeux environnementaux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On voit que la prise en compte de ces enjeux environnementaux, l'engagement de l'entreprise par rapport donc, aux enjeux environnementaux, c'est quelque chose qui compte dans les perceptions que peuvent avoir aujourd'hui les jeunes diplômés sur le marché du travail, par exemple. Donc tout ça, ce sont des facteurs de transformation, des exigences nouvelles auxquelles les entreprises doivent répondre. Sinon, effectivement, le risque est de s'exposer, là encore, à des difficultés de recrutement ou à des difficultés pour garder les bons profils, puisque donc ces personnes vont avoir tendance à partir si ils ne sont pas satisfaits de ces conditions de manière générale. Et pour terminer sur le cas américain, effectivement, il est emblématique de ces transformations, mais dans un univers, effectivement, qui est un univers très peu protecteur, et où donc on a des gens qui ont été, entre guillemets, lâchés dans la nature face donc à la crise Covid, avec ensuite des stratégies d'adaptation qui font qu'effectivement, on ne les retrouve pas sur le marché du travail. Le modèle de protection sociale français évite très largement ça, mais il n'empêche qu'il y a des exigences nouvelles dont il faut tenir compte. C'est très intéressant. On voit bien ces injonctions. Malika, je me permets de me retourner vers vous. Vous avez été beaucoup citée par nos intervenants. Alors, c'est vrai qu'on a cette injonction, la quête de sens. Christine vient d'en parler. Et en même temps, le bien-être financier. Donc, on voit bien que c'est pas incompatible et c'est même ça va de pair, c'est-à-dire que et cet équilibre vie perso vie pro. Donc le DRH aujourd'hui, il n'est pas dans une situation hyper compliquée aujourd'hui. Alors vous étiez à la Poste, c'est ça avant. Vous êtes aujourd'hui dans une grande entreprise, 30 000 collaborateurs, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de monde et peut-être ailleurs après, je ne sais pas. Et mais en tout cas, on voit que le DRH est dans une situation complexe. Le DRH n'est pas seul. S'il est seul, effectivement, il est dans une situation complexe. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au dialogue social, peu importe les divergences, les consensus, ça c'est très important. Donc, ce que j'appelle les corps intermédiaires, d'une part, les représentants du personnel et d'autre part, les managers. Parce que si le DRH est tout seul, il centralise toutes les thématiques et il aborde avec plutôt un aspect juridique, il n'est pas dans la décentralisation, il n'est pas dans la responsabilisation, il n'est pas effectivement dans la simplification. Donc, ça n'a jamais été simple, mais effectivement, dans un contexte, on va dire, assez diversifié, il vaut mieux avoir des partenaires. Et les partenaires, pour moi, c'est les managers qui sont au centre de tout, qui sont au centre de la responsabilisation, ils sont au centre du terrain, ils sont proches des collaborateurs. Il faut qu'il arrive à incarner la communication, qu'il accompagne tout ça. Et bien sûr, avec des partenaires sociaux qui sont là, avec des représentants du personnel qui sont là, qui représentent les salariés, qui sont là aussi pour faire le consensus. Parce que si on doit s'adresser aux 30 000 collaborateurs, voyez-vous, le consensus est presque impossible. Mais quand vous allez vous adresser à des représentants, à un collectif qui représente les salariés, on finit toujours par trouver un consensus. Est-ce que j'ai l'impression en creux dans ce que vous me dites, c'est que ça a amélioré vos relations avec vos interlocuteurs. Avant, on était dans une sorte de rythme de sénateur dans le dialogue social parce que finalement, ça roulait. Mais quand on a la crise, on s'est tous tenus, on s'est parlé plus volontiers et c'est peut-être le début de quelque chose. Ou peut-être qu'on est sorti un peu dans l'incarnation de nos rôles. Je représente la direction, je représente les salariés, effectivement. Tout à l'heure, ça a été dit sur la dynamique du dialogue social. Moi, j'étais impressionnée, sincèrement. En France, avec la lourdeur administrative, avec notre code du travail, tout le temps critiqué, j'étais impressionnée sur la réactivité, la capacité de l'État, de l'entreprise, des salariés à s'adapter à un contexte. Et finalement, c'est grâce à l'intelligence des uns et des autres. Donc finalement, on a trouvé cette capacité de réinventer un mode d'organisation sans se formaliser. Vous ne l'avez pas vu, des cortèges dans la rue, au secours, je n'ai pas reçu ma convocation, etc., des lits d'entrave. Tout a été effectivement, lorsque le dialogue a été là, je trouve que les acteurs ont été responsables. Et ça, c'est très important. Donc du coup, on a noué un dialogue, on va dire, un peu plus dynamique
moins formelle peut-être, mais bien sûr, il faut formaliser les choses. Et ça, c'est très important. On a incarné des vrais sujets avec une vision, avec une capacité, avec une action. Et ça, globalement, ça améliore les choses. Après, demain, je ne sais pas demain. Demain, il y a quand même pas mal d'interrogations. Le salarié avec la vie personnelle, la vie professionnelle, le travail qui s'invite chez soi, comment on arrive à articuler tout ça? Comment je ne laisse pas au bord de la rue, entre guillemets, au bord de la route, un certain nombre des salariés que j'arrive pas à embarquer dans la transition digitale? Comment j'arrive effectivement à donner une attractivité à certains métiers où les conditions de travail sont là et on ne peut pas les modifier à l'instant T, on peut les améliorer, mais vous savez très bien que le changement de mentalité n'est pas si simple. Vous partez toujours au restaurant, donc un restaurateur est dans l'obligation d'avoir un CDI avec un temps de pause qui va vous imposer, entre guillemets, des conditions où l'intéressé n'a plus envie d'adhérer à ce type de modèle. Donc, il faut qu'on arrive à trouver effectivement des nouvelles conditions, des nouvelles méthodes d'organisation, une souplesse, une agilité, et toujours dans un cadre qui est nécessaire. Serge, Florence, les deux partenaires, vous entendez bien d'ailleurs, hein, ça veut dire que le MEDEF et des salariés s'entendent très bien. Moi, ce que je retiens, et on avait avec Anne-Sophie, on avait déjà fait des échanges comme ça sur le futur du travail, ce qui ressort, c'est pas la QVT, c'est pas la prévention, c'est la qualité du travail. C'est un concept que un de vos confrères, Serge, avait évoqué. C'est vraiment la qualité du travail qui va être essentielle demain. Florence, allez-y, Florence, c'est pour vous. Non, mais oui, c'est la qualité du travail, mais ça va paraître banal ce que je vais dire, mais je trouve surtout, et moi c'est ça qui me réjouit très, très, très profondément, c'est que chacune et chacun, les hommes et les femmes, chaque femme et chaque homme de l'entreprise est mis au cœur du système par la crise. Et ça peut paraître bizarre que ça me réjouisse, mais moi je suis une autodidacte. L'aventure de l'entreprise est venue complètement par hasard sur le chemin de ma vie. Et si après une appréhension et des jours d'angoisse au début de découvrir ce qu'était le monde industriel, une industrie, ce qui m'a enthousiasmée tous les matins pendant 30 ans, c'est l'aventure humaine de l'entreprise. Et je trouve, en nous écoutant, hein, et en écoutant, et en lisant, et en écoutant autour de nous, moi, ce qui me réjouit très profondément et je mesure qu'un bon nombre de Français et de Françaises vivent une situation très difficile aujourd'hui. Donc, je ne veux pas du tout le balayer d'un revers de la main. Mais ce qui me donne de l'espérance, de l'espérance, c'est que, au fond, la plus grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est chaque homme et chaque femme dans notre entreprise. Comment lui donner, le mettre et la mettre en situation qu'il puisse, oui, parce que c'est une entreprise, donner le meilleur de lui-même, mais à travers des vraies valeurs et des valeurs d'humanité. Et moi, je le sens comme tel, je le crois comme tel, et je ne crois pas possible d'ailleurs des choses durables et collectivement constructives sans cette dimension. Et elle émerge chaque jour un peu plus, et je m'en réjouis. À nous maintenant de savoir le transformer, parce que ça peut paraître un peu… Non, mais la philosophie de notre échange, évidemment, ruisselle sur tout ce qui, dans la vie de tous les jours dans les entreprises. Serge, la qualité du travail, c'est une notion, Anne-Sophie, je ne me souviens plus quel partenaire avait parlé de ce concept, mais c'était il y a quelques mois. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que QVT, ça fait toujours un peu flipper quand même. Alors, je le dirais différemment. On préfère effectivement, pour nous également, que l'on puisse parler de qualité du travail plutôt que de QVT, où il y a un côté un peu gadget. On a vu tellement de dérives sur cette terminologie, l'application de cette terminologie, où pour soi-disant améliorer la qualité de vie au travail, on installait à baby-foot dans le hall d'entrée. Non, mais c'est pas une caricature. Des caricatures, je peux en citer par dizaines. Donc, il faut un peu de sérieux et puis essayer de… C'est important le baby-foot, mais bon, ça règle pas de problème. Bon, allez, passons. Et donc, la notion de qualité du travail est importante et ça permet justement d'évoquer tous les sujets dans ce cadre-là. Hein. Aussi bien l'organisation du travail, les conditions de travail, les salaires, la formation. Donc, ça permet justement d'avoir un ensemble à discuter pour autant qu'on puisse se mettre autour d'une table. Et encore une fois, en ce qui nous concerne, on considère toujours qu'il faut que les choses soient cadrées le mieux possible
au plan interpro parce que ça permet d'emmener une dynamique pour l'ensemble des professions. Et ensuite, le niveau de la branche est extrêmement important pour mettre en place un socle commun et puis gommer également les distorsions de concurrence sur des aspects sociaux entre les entreprises, quelle que soit évidemment la taille. Puis ensuite, l'entreprise, elle fait un peu ce qu'elle veut en fonction des socles que je viens d'évoquer. Donc, c'est une notion, et je terminerai en disant parce que voilà, on n'est pas dans l'entreprise, c'est pas le lieu, on n'est pas au pays de oui où tout est magnifique. Hein, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et pour discuter, il faut être deux, il faut accepter les discussions. C'est pas toujours facile de part et d'autre. Et si j'étais un peu provocateur, je dirais il faut quand même pas oublier que l'employeur a le pouvoir de dire non. Et de temps en temps, il faudrait qu'il dise un peu plus souvent oui. Oui. Ah, bah ça c'est un message fort. Anne-Sophie, on a passé 1h10 ensemble. Est-ce que vous avez retenu plein de choses? Moi, j'ai retenu plein de choses en tout cas. Il me semble que je suis plus intelligent à 12h10 que quand on a commencé à 11h. Ouais, je pense qu'on l'est tous. Hein. Je pense qu'il faut vous remercier. Alors, c'est impossible de faire un résumé. Moi, j'essayais juste de peut-être reprendre la question d'Olivier Faron. Et Olivier nous disait qu'en tant qu'historien, il ne savait pas si on était plutôt dans une phase de régression ou de progrès. Moi, j'ai le sentiment finalement en vous écoutant tous qu'on est en tous les cas en mouvement et que c'est un peu à nous finalement de savoir si on veut faire de toute cette matière, de toutes ces transformations, un progrès ou une régression. Mais j'ai quand même le sentiment en écoutant ces échanges qu'on est plutôt sur un progrès potentiel si on sait prendre ce temps, encore une fois, du partage, de l'écoute. Donc, merci à vous tous et on va rassurer Olivier Faron. Je pense qu'il sera content. Et Christine, où est-ce qu'on peut découvrir vos travaux? Parce qu'évidemment, quand on screen le marché de l'emploi, c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de point de repère sur quelques faits, quelques mouvements qui s'opèrent et ça nous donne peut-être quelques signaux faibles ou quelques indications. Est-ce qu'on peut les découvrir? Alors, je rappelle que vous êtes la directrice, évidemment, je n'ai plus mes notes, du centre de voilà. Centre d'études de l'emploi et du travail. Et on peut consulter vos travaux? Oui, il y a toute une série de publications, mes travaux, mais aussi ceux de collègues sur effectivement ces évolutions du marché du travail. On a notamment un 4 pages qui permet d'avoir une vision assez rapide des résultats importants. Et donc, on en a publié dans le courant de cette année, et notamment sur ce que j'ai évoqué, les questions de travailleurs de la continuité économique et sociale, par exemple, ou la qualité de l'emploi et du travail. Donc, vous pouvez effectivement aller voir ce site. Malika est déjà en train de s'abonner à la newsletter pour avoir toutes les informations. Serge, on compte sur vous pour porter la parole des collaborateurs, des salariés. Florence, toujours au fait de ce qui se passe. Oui. Est-ce que vous aviez bossé ensemble dans des réunions? Vous aviez déjà été dans des négociations? Même pas peur de dire oui. Non, Florence, vous étiez déjà en réunion, vous aviez eu des négociations difficiles? mais j'ai eu des échanges pas forcément faciles, mais passionnants avec Serge Lardy. Et en faute sur la liberté. Donc, quand Serge a réagi sur la liberté, ça m'a rappelé Mais c'est très intéressant et ça nous permet aussi à la fois de progresser chacun et la confiance dont parlait Malika tout au début, elle a aussi à se tisser entre partenaires. Et c'est dans la confiance qu'on construit des chemins beaucoup plus positifs. En tout cas, le futur du travail, c'est avec des gens qui veulent parler. Ça, c'est une certitude. On l'a vu aujourd'hui. Et partager. Et avancer. Collaborer, dialoguer. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous ceux et ceux qui étaient à avec nous. Il y aura un replay, bien entendu. On pourra réécouter tout ce qu'on a dit. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir à toutes et tous.